Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme à impact positif. Expérientiel est un podcast indépendant qui explore les leviers d'action nécessaires pour repenser le modèle actuel du tourisme et répondre aux défis futurs du secteur. Notre objectif est d'inspirer et de sensibiliser aux pratiques responsables dans le tourisme en partageant des exemples concrets de réussite et de défis à travers l'histoire de femmes et d'hommes visionnaires, engagés, qui partagent leurs recherches, leurs pratiques, leurs solutions, leurs doutes et leurs apprentissages. Ce sont de véritables passeurs d'expérience et de savoir. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer dans un lieu confortable et calme, et pourquoi pas en pleine nature, pour prendre le temps de découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Eh bien, bonjour Caroline, bonjour Emmanuel. Merci à tous les deux de partager ce moment intéressant. On va aborder une thématique que j'ai découvert avec Emmanuel il y a quelques mois, alors qu'on faisait une présentation à l'occasion du Forum des pionniers en Israël devant 130 professionnels du tourisme, et il nous a parlé du tourisme réflexif. Alors c'est sûr que moi ça m'a interpellé, je me suis dit mais qu'est-ce etc. Et puis, j'ai trouvé ça intéressant dans le sens où c'est un tourisme, tu vas nous en dire plus tout à l'heure Emmanuel, mais qui invite justement à réfléchir et à réfléchir en profondeur. Et donc, je suis vraiment très content de pouvoir explorer le tourisme réflexif avec toi et puis avec ma compère de ces podcasts sous l'œil des chercheurs, Caroline, qui va, avec son regard habituel, creuser et puis vraiment voir justement quelles sont les possibilités pour les professionnels du tourisme d'aller vers une direction d'un tourisme réflexif, pourquoi pas. Voilà. Écoute Caroline, eh bien, je te passe la main. Merci beaucoup Emmanuel de prendre ce temps avec nous. Je suis vraiment ravi de pouvoir faire cet échange. Eh ben, bonjour Emmanuel et ravi François de te retrouver pour ce nouveau podcast sous l'œil des chercheurs. Comme tu l'as pu le dire en préambule et présenter rapidement à Emmanuel, mais qui va se présenter et présenter ses travaux, l'idée est d'inviter des chercheurs à partager leur regard sur notre secteur qu'est le tourisme. Et aujourd'hui, on a la chance de te recevoir, Emmanuel, et justement, tu vas commencer par te présenter parce que tu es géographe et chercheur en aménagement. Et justement, c'est très intéressant d'avoir le regard d'un géographe et d'un aménageur pour parler de l'évolution de notre secteur. Donc, on t'écoute te présenter et présenter tes travaux aussi. Bien, merci beaucoup François et merci beaucoup Caroline pour l'invitation. Donc Emmanuel Salim, moi, je suis tout jeune maître de conférence en géographie, tout juste recruté depuis exactement 8 jours, donc à l'Université Toulouse Jean Jaurès, à l'Institut supérieur du tourisme, de l'hôtellerie et de l'alimentation. Et puis aussi chercheur associé au laboratoire CERTOP et à l'Université de Lausanne. Et donc, moi, en gros, j'ai fait ma thèse. Je m'intéresse d'une manière générale à la question du tourisme et à la question de l'évolution, de la transformation du tourisme, des pratiques et des activités touristiques en lien avec le changement climatique. Alors, je regarde ça sous différents angles, à la fois l'angle plutôt des parties prenantes du tourisme, dans le sens acteurs, opérateurs touristiques. Comment est-ce que les différents enjeux liés au changement climatique sont perçus et impliquent des impacts, des difficultés pour ces opérateurs. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que ces acteurs mettent en place des stratégies d'adaptation liées au changement climatique. Et puis aussi, je suis en train de développer un nouveau champ de recherche autour de la question de l'atténuation du changement climatique, de la perception de ces objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, et puis de leur mise en place par les opérateurs touristiques. Donc ça, c'est un volet de mes recherches. Et puis j'ai un deuxième volet qui s'intéresse plutôt aux touristes en eux-mêmes, aux touristes ou aux pratiquants d'activités récréatives.
Et puis comment est-ce que donc, toutes les questions qui peuvent être liées au changement climatique sont perçues, prises en compte par les pratiquants, et puis comment est-ce que ça a une influence sur leur comportement. Alors, j'ai quand même eu un assez fort tropisme montagnard, donc j'ai beaucoup travaillé sur les territoires de montagne. J'ai fait ma thèse sur le tourisme autour des grands glaciers dans les Alpes. Là, actuellement, je travaille sur l'évolution des pratiques liées à l'alpinisme, principalement dans les Alpes. Mais je suis en train d'ouvrir, notamment avec mon nouveau poste à l'ISTIA, tout un volet sur le tourisme littoral, les tourismes et les pratiques touristiques autour du littoral. Donc voilà un petit peu d'une manière très globale les travaux de recherche que j'ai pu mener et que je mène actuellement. Et il vient d'où l'accent? Alors, je pense qu'il y a encore un mix. Voilà, je suis un peu une éponge à accent. Alors là, je crois que l'accent il vient de Suisse pour l'instant, hein, du canton du Valais pour être précis. Ouais, parce qu'il n'est pas très toulousain là. Hein. Ah non, pas encore, mais si on rediscute dans un an, j'imagine que j'aurai quelques accents chantants en plus. Bravo. Bah, du coup, voilà, donc merci pour parler un petit peu. Donc, tu abordes énormément de sujets dans tes travaux de recherche et je sais du coup qu'on va avoir des échanges passionnants avec toi. Du coup, voilà, donc nous, on voulait échanger avec toi sur ce concept de tourisme réflexif qui a tapé dans l'œil de notre François. Donc, un concept issu d'un professeur qui s'appelle Rémi Knafou. Est-ce que tu peux nous présenter ce concept de tourisme réflexif et de faire un peu aussi le focus sur tes propres travaux, notamment avec ce que tu viens de nous dire, donc le lien avec réflexif et changement climatique, et notamment à l'échelle des montagnes. Mhm. Oui, tout à fait. Donc comme tu le dis, hein, j'ai pas inventé cette idée-là. Hein. Je me suis basé sur cette idée de tourisme réflexif qui avait été mise en avant par Rémi Knafou. Et en gros, l'idée, hein, c'était euh, lui, il a travaillé ça sur des sites touristiques, notamment historiques. Hein, je pense au camp d'Émile à Aix-en-Provence. L'idée, c'était de dire bon, ben, sur des camps liés à la Shoah, par exemple, on a d'une manière générale un volet historiographique qui va raconter l'histoire de l'événement, un volet mémoriel pour se souvenir, pour relater ces événements-là. Et puis, son idée, hein, c'était d'essayer de développer un volet réflexif, et avec donc cette idée de réfléchir aux différents processus psychosociaux qui mènent à un événement. Hein. Dans le cadre du camp d'Émile à Aix-en-Provence, c'est tous les événements liés tous les processus psychosociaux qui peuvent mener à un génocide. Et donc, d'avoir toute une partie de l'exposition sur la mise en avant de ces éléments-là, dans le but d'inciter le touriste ou le visiteur de ce site à réfléchir sur quels sont ces processus, comment est-ce qu'on peut les identifier aujourd'hui, pour qu'en fait finalement ce lieu d'histoire, de mémoire, il puisse aussi avoir un impact sur la vie actuelle. Quoi. Et donc moi en fait ça m'a quand j'ai découvert ces travaux-là, ça m'a assez parlé parce que j'étais en train de travailler sur la question de donc je m'intéressais au tourisme autour des grands glaciers et puis à cette question de savoir comment est-ce que les visiteurs de ces sites perçoivent le paysage glaciaire. Et notamment, hein, quand on travaille sur les paysages glaciaires, arrive tout de suite la question du changement climatique. Comment est-ce que cette idée du changement climatique, eh bien, elle est racontée par les opérateurs touristiques sur les sites? Et puis, comment est-ce que les visiteurs perçoivent ou non les éléments liés au changement climatique dans le paysage? Et donc, ce dont on se rendait assez bien compte, hein, c'est que on a tout un tas d'éléments très factuels sur. Bon, alors, non, c'est pas vrai en fait, c'est pas toujours le cas. On a beaucoup d'éléments factuels sur la glaciologie, sur l'histoire du site, parfois sur les évolutions, les différentes glaciations, mais finalement, quasiment aucun élément qui permette de recontextualiser finalement ce qu'on observe sur un site glaciaire dans sa pratique touristique. Et donc, l'idée du tourisme réflexif, beaucoup pour moi, il y a vraiment une opportunité de transférer cette idée de tourisme réflexif qui s'est plutôt développée dans les lieux de mémoire sur ces lieux qui sont liés au changement climatique, dans le but d'amener les visiteurs à se questionner sur leurs propres pratiques dans la vie de tous les jours, et en lien avec le changement climatique, voire leurs pratiques touristiques
et puis le lien de ces pratiques touristiques avec le changement climatique, également de les amener à comment dire, ouais, à avoir conscience des différents biais qui peuvent amener à l'inaction, en fait, et d'essayer de mettre ça en avant sur ces sites glaciaires qui sont, à mon avis, propices à générer ce type de discours, ou à porter ce type de discours. Voilà un petit peu l'idée. C'est hyper intéressant, merci. Là, avec ce que tu nous dis, moi, bah, voilà, penser à deux aspects. Notamment, tu fais référence, voilà, à la perception des pratiquants, hein, sur un territoire touristique. Bon, toi, tu travailles principalement sur la montagne, mais bientôt sur aussi d'autres typologies de territoires. Justement, le changement climatique affecte ces paysages qui peuvent être assez aussi attractifs, hein, la carte postale un petit peu aussi de certaines destinations. Donc moi, ça me fait penser au concept de solastalgie, qui est un petit peu voilà la nostalgie de paysages détruits, ravagés, qui ont disparu. Et voilà, et ce sentiment un petit peu de déception, de nostalgie par rapport à l'évolution de ces paysages. Voilà, comment ça se passe aujourd'hui avec l'impact du changement climatique sur les paysages? Et est-ce que dans tes travaux, tu as pu entendre cette forme de nostalgie, de solastalgie face à des paysages dégradés à cause du changement climatique? Mm-hmm. Oui, alors là, je vais me baser vraiment sur les travaux que j'ai menés, hein. J'ai travaillé sur 6 grands sites glaciaires dans les Alpes, notamment la mer de glace en France, le glacier d'Aletsch et le glacier du Rhône en Suisse, et puis le glacier du Pastersee en Autriche, avec vraiment cette question, hein, qui était, grosso modo, hein, quelle est la perception des personnes qui viennent voir ces glaciers du paysage, et puis qu'est-ce que ça a comme influence, hein, cette évolution, et puis aussi pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont décidé de venir ici, quoi. Alors la solastalgie en tant que telle, je ne l'ai pas vraiment traitée, mais c'est vrai qu'on retrouve, donc on a mené des enquêtes en fait sur les sites, beaucoup des enquêtes quantitatives, des entretiens. Il y a vraiment cette idée, hein, comment dire, on s'est demandé quel était le jugement esthétique que portaient les visiteurs vis-à-vis de ce paysage. Et donc on a essayé de vraiment identifier les points qui amenaient à des jugements positifs et des points qui amenaient à des jugements négatifs. Alors il y en a tout un tas, mais il y a dans les deux cas, dans le positif et dans le négatif, cette idée d'une perte de quelque chose qui serait considéré comme importante. Enfin, dans les jugements négatifs, on va avoir beaucoup de personnes qui amènent cette idée, hein, qui ont une relation en fait avec le glacier, avec le paysage glaciaire, qui sont des personnes qui connaissent ce type de site et qui vont revenir et puis qui vont nous dire bon, bah, moi je suis venu il y a 10 ans par exemple. Et puis, l'un des mots qui ressortait le plus souvent, hein, c'est le terme de tristesse, hein, dans ce cas-là, hein, la tristesse de voir l'évolution de ce paysage et puis la nostalgie de ce qui pouvait exister par le passé. Ça amène aussi à des jugements positifs de personnes qui considèrent que cette transformation du paysage, eh bien, elle leur permet de mieux comprendre ce qui se passe, de mieux comprendre. Alors, d'une part, de constater ce retrait glaciaire dont on parle beaucoup, hein, on en parle beaucoup à la télé notamment, hein, dans les médias d'une manière générale. Le fait de venir, c'est une manière de constater et puis finalement de mettre du concret derrière cette idée. On a aussi, dans les jugements positifs, cette idée de comprendre ce que signifie le changement climatique. On a beaucoup de personnes qui nous disent, moi j'entends beaucoup parler du changement climatique, sauf que j'habite à Lille et que en fait j'ai aucune idée, finalement dans ma vie de tous les jours, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très abstrait. Et en fait, il y a vraiment cette idée de venir voir un glacier dans l'idée de concrétiser ce concept abstrait qu'est le changement climatique. Donc on a ces éléments-là qui sont plutôt sur les perceptions du paysage. Et puis il y a un autre élément sur lequel j'ai pas mal travaillé, hein, c'est l'idée, le concept de tourisme de la dernière chance, last chance tourism en anglais, hein, qui a été pas mal étudié dans les régions polaires. C'est vraiment cette idée de venir voir un lieu. Généralement, c'est des éléments naturels, dans l'idée de les voir avant qu'ils aient disparu. Et donc, on s'est posé la question de savoir si, effectivement, c'est des choses qui avaient été traitées notamment sur le tourisme autour des ours polaires en Arctique et qui avaient été très bien mis en avant, avec vraiment cette idée de dernière chance. On s'est demandé si c'était le cas aussi
autour des grands glaciers. Et puis, effectivement, hein, sur les enquêtes quantitatives qu'on a menées, donc ça représente plus de 1500 personnes, on a plus de la moitié des répondants qui ont cette motivation liée à la dernière chance, qui est quand même relativement forte. Ce qui se passe, c'est que dans la littérature, cette idée, elle est beaucoup liée vraiment à cette idée d'urgence, quoi. Venir avant qu'il soit trop tard. Il y a un petit peu aussi l'idée de prestige, d'être le dernier à venir avant de ne plus pouvoir. Et en fait, nous, on a essayé de creuser un petit peu les dimensions motivationnelles de ce tourisme de la dernière chance avec des entretiens qualitatifs. Et ce dont on se rend compte, c'est que dans le cadre des glaciers, alors ce travail n'a pas été fait dans le cadre d'autres tourismes, donc c'est peut-être aussi le cas, hein, mais ce que nous on voit autour des glaciers, c'est qu'il y a vraiment, comme je disais juste avant, cette idée de comprendre, cette idée de constater, et puis une idée de transmettre aussi, de venir pour transmettre ce glacier qu'on considère comme un héritage, quelque chose d'important, notamment aux générations futures. Donc on a vraiment ces éléments aujourd'hui qui sont vraiment assez importants, hein, dans les entretiens et dans les enquêtes quantitatives qu'on a pu mener, ouais. Et qui, à mon avis, ramènent un petit peu à cette idée de solastalgie, qui serait un peu un ensemble général de tout ça. Super intéressant ce concept de tourisme de la dernière chance, et en plus j'avais envie de t'entendre aussi là-dessus, notamment sur la thématique des glaciers, mais ça peut être aussi sur d'autres sujets, hein, ce côté bah c'est peut-être la dernière opportunité, ou est-ce que c'est vraiment une chance, je ne sais pas, de découvrir ce territoire ou cette richesse avant qu'elle ne disparaisse. Ça s'applique évidemment à la thématique de la fonte des glaciers, mais pas que, hein. Ça peut être aussi, bah, tu as cité l'exemple des ours polaires. Moi, j'avais vu un article ou un documentaire sur l'afflux de visiteurs en Nouvelle-Zélande qui allaient voir ce glacier très connu qui était en train de fondre. Et en fait, c'était totalement contre-productif parce qu'en fait, ça générait énormément de pression environnementale avec l'afflux de tourisme. Ces derniers touristes, ouais, vraiment ce tourisme de la dernière chance. C'est quoi ton avis là-dessus, avec ce côté paradoxal des territoires qui vont être particulièrement vulnérables au changement climatique, mais qui vont être aussi générateurs de pression environnementale? C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Moi, c'est aussi des choses que j'aborde dans mes propres travaux, de voir les interdépendances et ce paradoxe du tourisme autour des vulnérabilités. Et on a envie de d'aller voir ces territoires vulnérables avant qu'ils disparaissent. Et on va les voir soit en croisière, et on sait que c'est très impactant, soit en avion, etc. Ouais, bon, c'est effectivement, hein, c'est un des gros points qui a été soulevé presque à l'origine. Donc, c'est cette idée de tourisme de la dernière chance. Le concept dans la littérature scientifique, il émerge dans les années 2010. Et tout de suite, on a vraiment ce paradoxe entre alors des personnes qui viennent voir ces éléments-là, qui sont en fait des personnes qui sont très bien informées des questions de changement climatique, qui sont tout à fait conscientes des problématiques environnementales, de l'impact de l'humain sur le changement, comme générateur de changement climatique, et qui pourtant, et dans le cas des premières destinations étudiées, hein, je pense un exemple phare, c'est Churchill dans le Manitoba, vraiment dans l'Arctique canadien, c'est qu'on a ces personnes qui sont très très conscientes des enjeux et qui pourtant vont parcourir des très longues distances en avion dans le but de voir ces éléments qui sont détruits par le changement climatique. Donc ça, c'est un peu le paradoxe de base de ce tourisme de la dernière chance. Alors comme tu le dis, hein, il y a aussi la question de la pression sur la ressource entre guillemets touristique, hein, puisque dans le cas du tourisme autour des ours polaires, bon, ben, cet afflux de visiteurs, elle va avoir une influence plutôt négative au-delà des questions d'émissions de gaz à effet de serre, hein. Vraiment, localement, elle va avoir une influence plutôt négative sur les populations d'ours polaires, donc ça en soi diminue la ressource, qui, comme tu dis, c'est le serpent qui se mord la queue. Ce qui se passe dans les Alpes, c'est à peu près le même phénomène, hein. On se rend compte que les personnes qui vont... du moins, non, les personnes qui ont vraiment cette motivation de la dernière chance très forte, c'est des personnes qui, évidemment, sont tout à fait conscientes des problématiques et puis qui vont aussi parcourir de longues distances en avion. Un territoire comme Chamonix, hein, la moitié des visiteurs, c'est des visiteurs étrangers, avec la majorité des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au transport. Donc ouais, on a vraiment cette idée assez prégnante de paradoxe. Et puis surtout, l'une des questions qu'on se pose, c'est ok, donc c'est paradoxal, ça peut avoir un impact négatif sur l'environnement. Alors dans le cadre des glaciers, c'est vraiment un impact
indirecte, parce que finalement, les sites glaciaires, du moins ceux que j'ai étudiés, c'est des sites qui sont aménagés, qui sont assez bien gérés. Donc finalement, les flux, il y a du monde, mais les flux sont assez bien gérés. Au fond, ça pose pas de problèmes environnementaux majeurs localement, hein, à mon avis. Par contre, ça a un impact indirect lié aux émissions de gaz à effet de serre. C'est le cas aussi en Nouvelle-Zélande, hein, je pense, les glaciers. Alors non, en Nouvelle-Zélande, c'est un peu différent. Les glaciers Fox et Franz Joseph dont tu parles, hein, qui sont les deux gros glaciers touristiques de Nouvelle-Zélande, où là, on a un phénomène qui s'est un petit peu... qui est du coup en lien avec ces questions d'adaptation au changement climatique, puisque l'accès aux glaciers s'est considérablement dégradé, ce qui fait que les guides ne pouvaient plus y accéder. Historiquement, ils y accédaient en bus, donc ils ne pouvaient plus accéder en bus. Donc, ils ont développé l'heli-hike, c'est la randonnée assistée par hélicoptère, pour continuer à proposer l'activité. Donc là, on a vraiment le paradoxe qui est poussé à son paroxysme, je dirais. Dans les Alpes, c'est vraiment une problématique indirecte, quoi. C'est les allers-retours des touristes sur ces glaciers qui posent cette question de paradoxe. Dans le travail que tu as réalisé justement dans les Alpes, etc., tu nous as dit que tu avais donc fait des enquêtes auprès des touristes et des voyageurs. Est-ce que cette enquête a été aussi portée sur les professionnels du tourisme et quels est justement les retours que tu as eus par rapport à ça? Alors oui, on a en fait en parallèle de ce travail, on menait aussi des entretiens avec les professionnels. Alors eux, leur problématique majeure était de savoir si le paysage glaciaire et la dégradation, je mets des grosses guillemets, hein, parce que la dégradation du paysage, c'est quelque chose de très subjectif. En gros, leur grand questionnement, c'était de savoir si le retrait glaciaire allait détruire l'attractivité de leur site. Et au-delà de ça, ils ont tout un tas de problèmes plus concrets, hein, des problématiques d'accès, des problématiques de déstabilisation d'infrastructures liées soit au processus paraglaciaire, soit à la dégradation du permafrost, qui entraîne tout un tas de mise en œuvre de stratégies d'adaptation technique. Il y a quand même quelque chose peut-être à dire là, hein, alors c'est pas le cas sur tous les sites que j'ai investigués. On a la majorité des sites qui en fait sont vraiment dans une dynamique d'adaptation réactive, hein, c'est-à-dire qu'ils vont répondre à des problématiques techniques par des adaptations techniques entre guillemets de court terme. Hein. Le glacier n'est plus accessible, donc on construit une nouvelle passerelle pour pouvoir y accéder. Puis on a d'autres sites, hein, et le Montant-Vert c'est un très bon exemple, qui eux repensent de manière un peu plus profonde l'idée même, l'offre même de leur site. Typiquement, hein, le Montant-Vert, hein, l'idée c'est de se détacher progressivement de l'objet glacier comme attracteur principal du site pour aller vers des attracteurs beaucoup plus abstraits. L'histoire du Montant-Vert, hein, qui est quand même un site relativement important dans l'histoire du tourisme alpin, l'histoire de la glaciologie, et puis arrive parfois un petit peu l'idée de mise en avant des questions environnementales, mais qui reste un sujet qui est quand même assez sensible. En gros, hein, on a des personnes, enfin, les personnes sont tout à fait conscientes du problème. Je pense que toutes sont tout à fait de bonne volonté pour mettre en avant ces éléments-là, mais il y a toujours comment dire, une barrière à un moment donné qui est de dire, mais en fait ici on est sur un site touristique, les personnes sont en vacances, donc on ne va pas trop ni les culpabiliser ni leur saper le moral, quoi. Donc on met en avant les éléments, mais pas trop parce qu'on voudrait pas trop les brusquer, quoi. Et qu'est-ce que tu vois justement comme changement d'état d'esprit ou des besoins de changement d'état d'esprit pour accompagner les professionnels du tourisme à évoluer et à changer par rapport à ça? Bon, mais sur cette question-là, moi je pense que les professionnels du tourisme, en fait, d'une certaine manière, ils craignent le fait que mettre en avant ces éléments, ça ait une influence négative sur la satisfaction des visiteurs in fine, je pense.
Et pour ça, du coup, pour moi, c'est là qu'intervient l'idée de tourisme réflexif. Et d'ailleurs, on a quelques études, notamment une étude expérimentale qui a été menée au Canada, sur le tourisme glaciaire, qui posait la question, est-ce que mettre en avant des éléments liés au changement climatique a une influence positive ou négative sur la satisfaction des visiteurs? Alors, c'est une approche expérimentale, hein, c'est pas... ça ne donne pas une réponse fixe, mais en tout cas, cette étude a montré que la mise en avant d'éléments qui permettent de mieux comprendre, elle a une influence positive sur la satisfaction des visiteurs. Et moi, je pense que peut-être là, l'idée, c'est de dire, c'est ce que dit Rémi Knafou, hein, quand il parle de tourisme réflexif, hein, c'est que finalement, on a souvent tendance à considérer le touriste comme une personne un peu bête, qui ne pourrait pas trop comprendre les choses. Euh, et je pense que c'est là qu'il y a peut-être un retournement à faire. Hein. C'est que le tourisme, c'est vous et moi. Hein. Et bon, il y a un tas d'autres personnes, mais je veux dire, on est tous plus ou moins touristes. Et je pense que on est tous capables de comprendre tout un tas de choses si on nous l'explique. Et donc, je pense qu'à mon avis, un des retournements, c'est ça, c'est d'arrêter de considérer le tourisme comme l'idiot du voyage euh, et, euh, et ne pas avoir peur de mettre en avant certains éléments en les mettant en avant de manière à ce que ce soit compréhensible. Un autre élément typique, hein, on s'est intéressé, en fait, il y a quand même quelque chose qu'on observe à travers le monde, hein, c'est le développement. Euh, si on prend les sites touristiques glaciaires à travers le monde, il y a une tendance, c'est le développement de ce qu'on appelle les centres d'interprétation glaciaire. Donc, c'est des espaces qui sont liés, qui ont pour objectif de parler de la glaciologie, de parler du retrait glaciaire, de parler parfois du changement climatique. Et ça se développe, mais vraiment à l'échelle mondiale, ça se développe quasiment partout sur les sites glaciaires. Et donc, nous, on s'est intéressé à savoir, mais finalement, qu'est-ce que les personnes qui vont voir ces centres d'interprétation en retirent. Et on s'est intéressé notamment en faisant on s'y intéressait en faisant des entretiens avant la visite pour essayer de mieux comprendre leur perception du changement climatique, des problématiques environnementales avant la visite, et puis en revenant des entretiens après la visite pour voir un petit peu comment ça avait évolué. Et ce dont on s'est rendu compte, et ce qui était assez inquiétant à mon avis, hein, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui ressortaient du centre d'interprétation en étant moins au clair qu'à l'entrée. À l'entrée, en gros, ils nous disaient bah oui, je sais bien, on en parle tout le temps, hein, le changement climatique, oui, d'origine humaine, les émissions de gaz à effet de serre, le retrait glaciaire, c'est évidemment lié à ça, bien sûr. Ils ressortaient, ils nous disaient bon, en fait, je viens de voir dans ce centre d'interprétation que il y avait eu plein de glaciations dans le passé, que au Moyen Âge, les glaciers ils étaient quasiment au niveau d'aujourd'hui, mais en fait, finalement, ce qu'on observe aujourd'hui, est-ce que c'est juste la continuation de ces cycles-là? Et en fait, parce qu'à mon avis, dans le centre en question, il n'y avait pas le lien qui était fait. On nous évoquait retrait glaciaire actuel, et l'étape juste après, c'était les glaciations passées, l'optimum médiéval climatique, le petit âge glaciaire, mais sans faire le lien entre tout ça et sans expliquer pourquoi est-ce que ce qu'on observe aujourd'hui est complètement différent de ce qu'on a observé par le passé. Et je dis, en fait, on a tout un tas d'études, on a tout un tas de données et de modélisation qui nous permettent de... Enfin, c'est aujourd'hui un consensus scientifique très, très établi que le retrait glaciaire qu'on observe actuellement, il n'a rien à voir avec le retrait glaciaire de l'optimum médiéval climatique. Quoi. Mais ça, c'était pas mis en avant. Et donc, on se retrouve dans ces situations avec des personnes qui ressortent moins bien informées, entre guillemets, que quand elles sont rentrées. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un travail sur... Mais là, c'est plutôt des travaux de communication, hein, sur les questions de médiation scientifique. C'est rigolo, c'est rigolo ou pas. Moi, ce que tu viens d'évoquer, ça me fait penser à ce qu'on appelle le déni climatique. Et justement, tu as fait référence à voilà le lien entre satisfaction client et prise de conscience du changement climatique sur certains territoires. Il n'y a pas que le côté satisfaction client. Et moi, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus sur bon, bah, la prise de conscience qu'on peut avoir en visitant des centres d'interprétation ou ne serait-ce que déjà en observant aussi l'évolution de certains paysages, est-ce que pour toi, ça invite au passage à l'action? Est-ce que ça va vraiment avoir ces impacts-là? S'il n'y a pas d'études, ne serait-ce que d'avoir ton avis là-dessus. Parce que moi, ça me fait penser notamment à ce concept de capitalisme responsable d'une anthropologue qui s'appelle Fanny Périssé, qui parle, voilà, donc les capitalistes responsables, voilà, font leur lessive maison, mais prennent l'avion pour aller en vacances, voilà. Donc des fois, cette dissonance et ce déni climatique, c'est très rassurant de se dire,
que voilà tous les arguments climato-sceptiques qu'on peut entendre. C'est quoi ton avis là-dessus sur le passage à l'action grâce à ces activités sur ces territoires spécifiques? Bon, moi, je me suis posé la question quasiment telle quelle dans ma thèse, et j'ai un article là-dessus d'ailleurs. En gros, la question était est-ce que le fait de comprendre ce qu'on voit dans le paysage, le fait de comprendre les processus géomorphologiques qu'on observe derrière le paysage, l'impact du changement climatique sur le paysage, l'impact finalement des activités humaines sur le paysage, est-ce que tout ça, ça a un impact sur les comportements pro-environnementaux, hein, donc c'est les comportements liés à l'environnement. Alors, il n'y a pas que moi qui me suis posé la question, tout un tas de personnes qui ont travaillé là-dessus. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une tendance assez générale de... je crois que c'est Edgar Morin qui disait euh, la vacance des grandes valeurs fait la valeur des grandes vacances, quelque chose comme ça. Et donc, il y a vraiment cette idée que... en fait, la personne, quand elle est en situation de tourisme, elle oublie tout. Et puis, il y avait une étude très intéressante de Sarah Dolnichar, je crois, qui montrait que des personnes qui étaient très, très engagées écologiquement dans leur vie de tous les jours, quand elles se retrouvaient en situation de vacances, en situation de tourisme, mais en fait, elles avaient des comportements qui n'étaient pas du tout en lien avec leur comportement dans leur vie de tous les jours. Donc déjà, on a cette problématique dans le tourisme, qui est un peu le moment où on se relâche. Bon, pour en revenir à la question de l'influence de la compréhension des paysages sur les comportements, les études qui se sont posé la question en lien avec les paysages glaciaires, on a aussi la même chose sur le cas des ours polaires, elles sont contradictoires. On a des résultats d'enquêtes qui vont plutôt dans le sens de non, au final, ça va avoir une influence sur les comportements une semaine après, mais ensuite c'est terminé. On a quelques études qui montrent qu'il y aurait quand même une influence sur les comportements à plus long terme. Bon, moi, je m'étais intéressé aux intentions d'agir. Alors déjà, il y a une grosse différence entre les intentions d'agir et puis les comportements effectifs. Les intentions d'agir, elles montraient quand même que plus on comprenait ce qui se passait et plus l'intention d'agir était forte. Il y a d'autres études qui montrent aussi que, notamment une étude qui a été menée à Churchill 10 ans après, hein, ils ont fait la comparaison 10 ans après sur ce site autour des ours polaires, et qui montrait qu'en fait, 10 ans après, les personnes qui venaient, donc au fond, l'empreinte carbone de la destination, elle avait augmenté en 10 ans. On avait plus de personnes qui venaient, donc l'empreinte carbone avait augmenté. Et puis, 10 ans après, les personnes qui venaient n'avaient pas une meilleure compréhension des questions de changement climatique. Et surtout, elles avaient toujours une compréhension assez faible de l'impact de leur activité touristique sur le changement climatique. Donc, sur ces questions de savoir si ça a une influence, c'est vraiment compliqué. En fait, on n'a vraiment pas la réponse aujourd'hui. Quels sont les principes du tourisme réflexif pour pouvoir répondre justement à ces problématiques? Qu'est-ce qu'on a besoin d'intégrer dans notre façon de penser, dans nos activités, dans nos comportements? Bon, pour moi, c'est vraiment l'idée qu'aujourd'hui, dans les centres d'interprétation liés au tourisme glaciaire ou dans les éléments qui parlent du changement climatique en général, on va toujours avoir, souvent avoir des données très chiffrées, très factuelles sur l'évolution des températures, sur les émissions de gaz à effet de serre d'une manière globale. Et moi, ici, ce qui manque, c'est à la fois une mise en avant de l'impact des comportements individuels, mais très précisément sur notre vie de tous les jours, sur notre activité touristique, sur le changement climatique, et puis peut-être une mise en avant de tous ces biais ou de toutes ces... tu parlais de déni tout à l'heure, hein, toutes ces stratégies qui sont liées à la dissonance cognitive, hein, cette idée que, en fait, si on a un comportement qui n'est pas en phase avec nos valeurs, il faut qu'on se trouve ce qu'on appelle des stratégies de consonance pour que notre cerveau il soit content et que ça fonctionne, quoi. Et en fait, de mettre aussi en avant toutes ces stratégies de consonance qui sont en fait assez bien connues des études en psychologie notamment,
pour peut-être amener à la réflexion individuelle sur ces éléments-là. Après, moi, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, Caroline. C'est pas qu'un problème individuel. À mon avis, à mon avis, on a intérêt à essayer de faire ça parce que la part de l'individu, elle est quand même pas négligeable. Je crois qu'en France, c'était un rapport du Shift Project. J'ai plus le chiffre exact. Je crois que c'est 25%. On pourrait agir à hauteur de 25% sur les émissions de gaz à effet de serre. 25%, c'est pas rien. Alors il reste 75%, c'est clair, mais c'est pas rien. Donc, à mon avis, il faut jouer sur les deux tableaux en même temps, à la fois sur le tableau individuel et puis à la fois sur peut-être une redéfinition des, des activités touristiques du point de vue des opérateurs. Bah justement, par rapport à ça, c'est vrai qu'on entend beaucoup dans les professionnels du tourisme, arrêtons de moraliser, culpabiliser les visiteurs. De manière assez paradoxale, on voit aussi énormément de chartes du voyageur responsable. Moi, j'ai plutôt un avis sur bah, engager l'offre et la demande suivra. Alors, ça fait quoi avec ce que tu viens de dire? Il y a des efforts au niveau individuel, évidemment, à avoir. Mais si on parle, alors on sort de nos expertises, mais de sciences comportementales, voilà, si on n'a pas le choix de ne consommer que du responsable, bah, on le fera. Est-ce que du coup, voilà, sur cette notion de tourisme réflexif, est-ce qu'on va pas tomber dans l'extrême de l'expérientiel, voilà, et d'accepter aussi qu'il y a un idiot du voyage en fait, hein. Il y a des touristes qui cherchent juste à s'échapper de leur quotidien et les voyageurs qui cherchent vraiment à vivre une expérience. Mais je pense qu'il faut accepter qu'il y ait les deux. Peut-être que le vrai slow touriste, c'est celui qui lézarde sur la plage parce qu'il aura moins d'impact que celui qui va faire plein d'activités. Voilà, au niveau de... voilà, on a parlé plutôt côté pratiquant, mais côté aussi professionnel du tourisme. C'est quoi, c'est quoi pour toi les enjeux de ce tourisme réflexif? Bon, je pense que du point de vue des opérateurs, c'est bon. Déjà, je pense qu'il y a un enjeu à essayer de favoriser la clientèle domestique. Bon, ça c'est assez évident, hein. Typiquement, hein, l'un des arguments du site du Montanvert, hein, c'est euh, d'aussi développer la clientèle scolaire et puis de faire un site aussi d'études entre guillemets pour les scolaires. Euh, Après, moi, le là, c'est parce que, à mon avis, c'est effectivement, hein, comme tu le dis, il y a tout un tas de motivations générales liées au tourisme qui sont simplement d'échapper à la vie de tous les jours et puis euh, de vivre une expérience différente, mais sans forcément rechercher une altérité particulière, quoi. Il y a toute une catégorie de touristes, j'avais regardé notamment les travaux de Cohen des années 70, avec vraiment il avait fait une segmentation, quatre segments de touristes. Et puis il avait un segment qui est en fait toute une catégorie de personnes qui n'ont pas envie de s'embêter, qui ont envie d'aller ailleurs, mais qui n'ont pas du tout envie de s'embêter à prendre des décisions, à organiser leur voyage, qui ne recherchent pas du tout d'altérité, hein, ils recherchent exactement ce qu'ils retrouveraient à la maison. Et puis en soi, je veux dire, voilà, on n'a pas de jugement de valeur à avoir là-dessus. Euh, des touristes plus individualisés qui vont toujours rechercher une altérité relativement faible, mais qui vont avoir envie de prendre un peu plus de décisions quant à leur voyage. Les explorateurs qui sont ceux qui vont éviter les lieux fréquentés. Et puis il y a un dernier qui ont quand même besoin de confort et de sécurité. Et puis une dernière catégorie qu'il appelait les dériveurs, qui sont ceux qui ont envie d'échapper complètement à toute forme d'industrie touristique et puis de construire un voyage complètement contre-culturel et hors des sentiers battus. Ce que je veux dire par là, c'est que à mon avis, le tourisme réflexif, il peut parler à ces quatre types de personnes. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui reste dans les motivations touristiques d'une manière assez générale, c'est l'idée d'apprentissage et de découverte. On retrouve souvent ça dans les études liées à la motivation. Et ce qu'on voit au Montanvert, hein, c'est que, bon, moi j'y ai passé beaucoup de temps, pas que au Montanvert d'ailleurs, dans d'autres sites, des personnes qui n'ont absolument aucune idée et puis qui vont tomber sur ces éléments-là, et bien en fait, c'est pas forcément. Alors ils vont les regarder un petit peu, plus ou moins, mais de l'expérience que j'ai sur ces sites, alors j'ai pas fait d'études vraiment poussées là-dessus, mais j'avais l'impression que c'était quand même des choses qui parlaient à un certain type
de clients qui, juste pour on a fait ces enquêtes de motivation. J'ai dit qu'il y avait plus de 50% des personnes qui avaient cette idée de la dernière chance. Il y a plus de 25% des touristes qui sont des touristes qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Des touristes qui sont sur ces sites et puis qui, en gros, l'idée générale, c'est qu'ils étaient à Chamonix, ils ne savaient pas quoi faire. L'hôtelier leur a dit, vous savez, le Montanvert, c'est vachement bien. Ils sont montés au Montanvert, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient trouver. Et puis, ils trouvent des choses là-dessus, et puis ils en discutent, et ils disent, ah, c'est super, j'ai appris quelque chose. Donc, à mon avis, on peut aussi jouer sur ce type de clientèle-là. Peut-être qu'il y a un niveau de précision sur lequel, un niveau très précis pour les personnes qui sont vraiment là pour chercher de l'info, et puis un niveau de lecture peut-être plus général pour des personnes qui rechercheraient moins ces éléments. Justement, donc on parle depuis tout à l'heure de tourisme réflexif. On est sur un podcast qui s'appelle Expérientiel. Alors, il y a le tourisme réflexif, il y a le tourisme expérientiel, il y a le tourisme transformationnel. Voilà, il y a aussi, bon, ça c'est aussi le délire des chercheurs et je le dis avec beaucoup de bienveillance parce que je suis en train aussi de créer des concepts dans le cadre de mes propres travaux avec le climax du tourisme. Est-ce qu'on tomberait pas sur ces différents concepts dans la dérive de moi ce que j'appelle l'apicratie? L'apicratie, c'est la tyrannie du bonheur et du bien-être, issu d'un super bouquin d'Eva Ilioz. Voilà, on cherche à être heureux, à être bien et notamment dans le tourisme. Est-ce que l'important, c'est pas uniquement l'expérience vécue durant un temps off et qui est pas liée à son quotidien, aussi bien dans son environnement géographique que aussi dans la temporalité? Tu penses quoi de tous ces concepts qui émergent de partout? Ouais, alors ça c'est vrai que c'est une spécialité, une spécialité de chercheur. Et surtout, moi j'ai l'impression qu'en France, on a quand même une tendance à des fois créer un nouveau concept qui existe depuis un moment dans la littérature anglophone. Typiquement, tourisme réflexif et tourisme transformative tourism, c'est quand même un petit peu différent. Mais c'est vrai que des fois, je pense qu'il y aurait un intérêt à au moins resynthétiser tout ça parce que je trouve qu'on a quand même des fois des choses qui se croisent d'une langue à l'autre et puis qui mériteraient d'être synthétisées. Sur la question de l'apicratie et de la tyrannie du bonheur, alors là, je te dis ma réflexion, j'ai pas travaillé là-dessus, mais à mon avis, dans le cas du tourisme réflexif, on ne tombe pas là-dedans parce que justement, en fait, la sortie l'outcome qu'on pourrait attendre du tourisme réflexif, ça peut avoir plutôt une tendance un peu déstabilisatrice, quoi. Finalement, je veux dire, amener à la réflexion, ça amène pas forcément à des sentiments positifs alors peut-être au final, mais il y a quand même une remise en question qui, à mon avis, est pas trop défendue par les tenants de ce capitalisme du bonheur. Donc, à mon avis, on n'est pas là-dedans, dans le cas du tourisme réflexif. Ouais, François, tu voulais dire? Non, mais je voulais réagir là-dessus. Donc, ce qui est intéressant, et c'est ce qui travaille depuis qu'on a commencé cette interview, c'est qu'au-delà du tourisme réflexif, l'aspect réflexif, est-ce que ça ne devrait pas être un projet de société? Ouais, une grande question. Potentiellement, hein, c'est vrai que, en tout cas, dans le contexte actuel dans lequel on est, qui est quand même relativement grave, c'est vrai que je pense qu'on a, d'une manière générale, dans tous les secteurs, à repenser la manière dont on fait les choses, juste pour pouvoir garder un espace habitable, en fait, dans les 30, 50 prochaines années. J'ai un collègue, on a fait organisé un colloque là-dessus à Londres la semaine dernière, et il nous présentait son travail il a fait une modélisation des destinations touristiques, et puis il y a tout un pan de la recherche en géographie qui s'intéresse à développer des index de confort thermique ou de bonnes conditions pour les destinations touristiques, et qui montrait qu'il y a tout un tas de destinations du sud, de l'hémisphère sud, qui finalement se retrouveraient avec un index, c'est un indice qui permet de mesurer le lien entre température, humidité, et puis un index qui est quasiment mortel, quoi.
Alors, je ne me souviens plus de l'échelle de temps, si c'était 2080 ou avant, mais on est quand même dans une situation où si on fait rien, les choses elles vont devenir vraiment très compliquées, quoi. Donc, on a intérêt, comme tu le dis, je pense, à instiller cette idée de réflexivité sur nos pratiques dans tous les éléments tous les pans de la société, quoi. Au-delà du tourisme, parce que finalement, le tourisme là-dedans, c'est juste une petite partie, quoi. Hein. Ouais, ça me fait penser à une citation de Einstein qui disait si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à réfléchir sur le problème et à comprendre le problème et 5 minutes sur la solution. C'est peut-être aujourd'hui, on fait peut-être l'inverse, c'est-à-dire qu'on imagine des solutions comme des pansements entre guillemets, mais qu'on ne prend pas suffisamment de temps pour réfléchir en profondeur sur vraiment la problématique et comment avancer. Ouais. Ouais. Bon, c'est fait quand même parce que, en fait, au moins du point de vue scientifique, c'est fait parce qu'on a tellement de travaux qui nous montrent l'état actuel du climat. Et puis, on a tout un tas de travaux, hein, notamment du groupe de Dubek, qui montrent les vulnérabilités des sociétés humaines à ces éléments physiques. En fait, l'info sur le problème, on l'a, quoi. Maintenant, c'est comment est-ce que cette info, elle est distillée dans la société et puis comment elle amène une réflexivité dans la société, quoi. Mais je pense qu'il y a quand même parce qu'en fait, on se rend compte assez vite, et là, notamment, je travaille sur les questions de perception des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, et puis de comment est-ce que les destinations touristiques perçoivent ces objectifs et qu'est-ce qu'elles mettent en place pour réduire leurs émissions. Typiquement, hein, l'exemple, ça c'est mes collègues Alexandre Savio et Christophe Cliva de l'Université de Lausanne qui ont travaillé là-dessus. Et en gros, ils ont posé la question ils ont travaillé sur Chamonix. Et puis, ils ont essayé de comprendre comment est-ce que c'était perçu et quels éléments étaient mis en place. Et en fait, ce qui ressortait des entretiens, c'était que, en fait, 80% des émissions de gaz à effet de serre de la destination Chamonix-Mont-Blanc, c'est les trajets entre le domicile et la destination. 80% des émissions liées au tourisme. Et donc, les acteurs du tourisme, avec cette information, ça date un petit peu, hein, peut-être que ça a changé, c'était en 2018, si je me souviens. Les acteurs du tourisme, face à ce constat, disaient nous, on se concentre du coup sur les 20% restants. Parce qu'en fait, il y a vraiment on a l'impression que ce problème, il ne peut même pas être discuté, quoi. 80%, c'est les gens qui viennent. Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Et nous, on a fait un travail d'analyse des plans de décarbonation des stations de ski. Et puis en fait, qui va gérer les plans de décarbonation des stations de ski? Généralement, l'acteur le plus puissant, c'est les remontées mécaniques. Qu'est-ce que va faire les remontées mécaniques? Ils vont se concentrer sur leur scope 1, leur périmètre vraiment d'activité. En gros, c'est les dameuses et l'électricité liée aux remontées mécaniques. Puis ils vont dire, on met des dameuses à hydrogène et ça nous fait moins 80% d'émissions de gaz à effet de serre. Et là, on a explosé les objectifs. Et en fait, personne ne prend en compte les personnes qui viennent, qui est en fait le poste le plus important. Parce qu'en fait, personne ne sent... moi, je comprends les opérateurs de remontée mécanique. Finalement, je dirais, ils n'ont pas la main de manière très importante sur ce problème-là, quoi. Et je pense qu'il manque une mise en commun de tout ça. Parce que la destination, elle n'a pas forcément les moyens de... demander à une destination touristique de faire en sorte de réduire les arrivées internationales, c'est aussi lui demander de s'asseoir sur un certain revenu pour la destination, pour le territoire. Je veux dire, d'elle-même, elle ne va pas se dire j'arrête de le faire, ou alors ça arrive dans les très rares cas, mais d'une manière générale, ça n'arrive pas, quoi. Et là, moi, j'ai travaillé avec Leïla Kébir, qui travaille beaucoup sur les questions de commun. Et à mon avis, il y aurait vraiment quelque chose à creuser sur la mise en commun, la gestion commune de la ressource touristique, entre guillemets, pour finalement les acteurs aient une relation ensemble pour réussir à... les problèmes sont tellement complexes qu'un acteur tout seul, c'est pas possible. Lui, il a besoin il va aller vers son intérêt. Et donc, à mon avis, il y aurait quelque chose à creuser avec cette idée de commun pour des futures recherches.
Ouais, clairement, la thématique des communs, c'est un sujet passionnant. Moi, j'essaie de travailler sur les enjeux de nouvelle gouvernance aussi du tourisme institutionnel. Là, je voulais rebondir sur tes derniers propos. Bah, pour moi, il faut vraiment voilà considérer le tourisme comme un écosystème global. Tu donnais cet exemple du poids des transports. Et en fait, pour revenir aussi au sujet du tourisme réflexif, pour moi, il peut permettre de comprendre, de mieux comprendre un territoire de destination grâce à ces œillères réflexifs. Et du coup, ma question, c'est le tourisme de proximité, est-ce qu'il est compatible avec le tourisme réflexif? Parce que là, les exemples qui ont été donnés, on est plutôt sur de l'exotisme plus, sans tomber dans les dérives. Tu viens d'emménager à Toulouse, ça serait quoi le tourisme réflexif à Toulouse, par exemple? Eh ben, il y a une très bonne exposition qui a été faite par le Muséum d'histoire naturelle sur les méga feux. Et puis, alors, j'ai pas regardé en détail, mais typiquement, hein, on est sur un endroit en pleine période de canicule là, pour peut-être amener ces éléments de réflexion dans ce type d'exposition. Bah, il y a quand même parce que cette idée de tourisme réflexif, je trouve qu'elle marche bien sur les lieux où finalement les effets du changement climatique sont clairement visibles. Aujourd'hui, avec les vagues de chaleur et puis les canicules qui vont être, à mon avis, enfin, bon, pas à mon avis, de l'avis du GIEC, de plus en plus fréquentes, euh, même un centre-ville devient un lieu où il est possible de mettre en avant ces éléments pour mieux comprendre ce qu'on vit et pour être amené à réfléchir sur nos pratiques par rapport à ça. Donc, un lieu comme le Muséum d'histoire naturelle, par exemple, pourrait être un lieu intéressant pour développer des approches réflexives. Toujours dans cette idée d'amener le visiteur à pas seulement constater et comprendre le processus physique à l'œuvre, mais de comprendre le propre rôle qu'il va jouer dans ce processus à l'échelle individuelle. Et du coup, voilà, avec ce tourisme réflexif, le visiteur, là, j'ai abordé l'ensemble des questions que je voulais évoquer avec toi, mais pour moi, du coup, voilà, ce tourisme réflexif, mais aussi donne davantage de poids au visiteur parce qu'il devient véritablement acteur. On a vu ces concepts de consommateur, etc., que le visiteur devienne acteur de son voyage. Là, par une compréhension du territoire de destination, non pas niveau perception, mais plutôt niveau vécu en fait, hein, et d'essayer de vraiment de comprendre qu'est-ce qui a façonné ce territoire peut l'inciter à agir, en tout cas de comprendre des choses. Pour moi, c'est une forme d'éducation à l'environnement. Donc, Mhm. le Oui. tourisme réflexif me semble quand même des sujets à creuser pour faire prendre conscience et inviter au passage à l'action, et que aussi peut-être qu'on a parlé des communs permettrait aussi de limiter des conflits d'usage liés au développement touristique. On l'a pas évoqué lors de nos échanges, on n'aura pas le temps, sinon il faudrait des heures supplémentaires sur la question du foncier, sur la question de la ressource en eau, notamment. Hein, c'est les principaux conflits d'usage qui sont recensés dans le tourisme. Le réflexif pourrait permettre de pallier peut-être à ça. Je ne sais pas si tu souhaites t'exprimer sur la question des conflits d'usage. Ouais, bah c'est vrai que en fait, moi j'ai plutôt travaillé cette idée du point de vue individuel, du point de vue du touriste. Mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être imaginer alors, typiquement, quelque chose qu'on a fait avec le collectif personnage à Grès-en-Vercors, où on s'est intéressé à un projet d'installation de nouveaux canons à neige sur une station qui a des problèmes d'accès à l'eau, qui a une altitude modeste. Euh, et où les acteurs, finalement, mais même pas que les acteurs, les habitants étaient complètement clivés à cette idée-là, quoi. Alors, est-ce que dans le cas de territoires comme ça, ce serait une approche peut-être participative qui inclurait un volet réflexif pour amener chaque partie prenante à mieux comprendre à la fois la position de l'autre et puis le fonctionnement de tout ça dans le fonctionnement de la destination générale. Peut-être que ce serait aussi quelque chose qui serait transférable du coup à la partie plutôt acteur, quoi, à mon avis. Ça, c'est sûrement creusé. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites tous les deux, là, c'est tout de suite ce qui résonne en moi. C'est un peu comme le fonctionnement d'une forêt. C'est-à-dire la question des communs, eh bien, c'est justement comment
chaque acteur de la forêt, que ce soit aussi bien l'arbre, la biodiversité, les petites plantes, les arbustes, les champignons, les sols, etc., l'eau, le soleil, interagissent ensemble justement pour développer un environnement qui s'autogénère et qui se construit. Et peut-être que justement, on a besoin, ce que j'entends à travers ce qui a été dit, c'est aussi peut-être de se reconnecter justement au vivant et au fonctionnement du vivant et comment il vit et comment il dure et comment il s'intègre dans la durabilité. Je trouve que ça, c'est assez intéressant. Euh, Moi, c'est ça qui résonne et j'ai remarqué dans mes ateliers ou dans mes facilitations, j'utilise de plus en plus les principes de la forêt, la notion du sol, vraiment. Et là, je trouve que ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que par rapport à nos environnements, nos territoires, il y a quand même une notion d'ancrage qui est importante. C'est comment justement nourrir cet ancrage avec une notion de sens, mais aussi comment le nourrir humainement, environnementalement, socialement, etc. Ça, je trouve ça assez intéressant. Et c'est ensuite comment faire prospérer ça. Et je crois qu'il y a vraiment cette relation de la forêt qui peut nous apprendre beaucoup de choses et qu'on peut utiliser peut-être dans nos moyens de communication, dans des métaphores qu'on peut envisager, etc. On va bientôt arriver à la fin du podcast et j'ai une habitude récemment, c'est de poser une question à notre invité et elle est toute simple. Optimiste ou pessimiste? C'est une très bonne question. Je suis très partagé sur la réponse. euh, Les réponses sont bonnes. Toutes les réponses sont bonnes. Bon, moi, j'avoue que je suis quand même plutôt pessimiste hein, sur l'évolution. Euh, si on regarde les émissions de gaz à effet de serre, on n'est pas trop sur une trajectoire qui permettrait d'atteindre les objectifs. D'un autre côté, c'est quelque chose qui est de plus en plus discuté. Il y a quand même des accords qui ont été mis en place, il y a quand même des choses qui se sont développées. Donc, peut-être qu'on a quand même encore un espoir et qu'on peut encore rester optimiste euh, pour, euh, pour l'avenir. Mais c'est vrai que c'est. Moi, je pense qu'il faut vraiment. Maintenant, il faut vraiment y aller, quoi. Sinon, ça va être. En fait, le problème, c'est que plus on attend, plus ce sera difficile. Donc, ouais. Mais je pense qu'on prend de plus en plus, on en parle de plus en plus. Donc, c'est peut-être quelque chose. Peut-être que c'est un point sur lequel on peut rester optimiste. Ouais, ouais. Bah, écoute, Emmanuel, Caroline, je vous remercie tous les deux pour ce moment très enrichissant sur le tourisme réflexif. Ça m'a permis d'approfondir le sujet, d'en savoir plus. J'ai trouvé aussi que bah, pour moi, c'est une piste. C'est une piste d'exploration qui mérite vraiment d'être, d'intégrer un peu notre réflexion au quotidien, mais aussi notre réflexion commune, parce que tout le monde a des avis sur les sujets, etc. La plupart du temps, c'est plutôt des débats j'ai raison, t'as tort. Et là, c'est peut-être vraiment l'objectif, c'est vraiment de comment consolider nos réflexions, parce que personne n'a tort d'une certaine manière. Je pense que tout le monde a des points de vue qui peuvent être très pertinents, etc. Et c'est comment, c'est un peu comme un orchestre, quoi. C'est comment mettre ça en musique et que ça soit une jolie mélodie que tout le monde a envie d'entendre et tout le monde a envie d'écouter, de participer, de jouer. Et je trouve que ça, c'était vraiment super. Merci beaucoup. Caroline, je te laisse le mot de la fin. Bah, merci beaucoup Emmanuel pour la transparence dans tes propos et puis tous ces sujets passionnants. Moi, je suis vraiment convaincue que voilà, ce regard géographe aménageur est indispensable pour nos métiers. Voilà, c'est plutôt côté tourisme institutionnel, mais c'était vraiment passionnant. Il y avait pas mal de choses que j'aurais souhaité évoquer avec toi, mais ce n'est que partie remise. Moi, je vois ce côté aussi de l'importance de concevoir un territoire de destination comme un bien commun aussi. Il y a des exemples au niveau de certains espaces protégés. Tu as parlé de la forêt et des arbres. François, il y a des exemples très inspirants en Amérique latine là-dessus. Je sais qu'il y a des travaux sur le bien commun liés au tourisme aussi qui devraient ressortir prochainement. Et puis en fait, tout ce qu'on a dit, c'est aussi de donner un autre pouvoir, une autre place aux visiteurs qui soit
davantage participatif pour prendre conscience. C'est ça aussi peut-être la résilience de notre secteur, c'est aussi d'accepter certaines choses, de renoncer, la redirection, la décroissance. Donc il y a aussi un cheminement avec l'ensemble des podcasts sous l'œil des chercheurs. En tout cas, merci beaucoup Emmanuel pour tout ce que tu as pu nous dire et on te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que c'était une discussion très intéressante. Peut-être quand même, j'y ai pensé, pour rester optimiste. Je me souviens que quand on est allé ensemble au Forum des pionniers, les premières personnes à qui je parlais de ces questions de changement climatique, elles m'ont répondu « Ah mais nous, en fait, on n'en a rien à foutre ». Elles m'ont dit ça texto et je me suis dit « Ouh là là, ça va être compliqué ». Et en fait, en creusant, en discutant avec beaucoup de monde et beaucoup d'acteurs du tourisme, je me suis rendu compte que tous avaient quand même cette idée en tête et puis avaient quand même l'envie de bien faire et puis d'essayer de traiter le problème. Un problème complexe qui est vraiment pas facile à résoudre. Mais j'ai vraiment senti cette volonté et donc je pense que ça m'a amené à la fin de ce forum à être quand même plutôt optimiste sur l'évolution. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que on peut comprendre aussi que de telles questions provoquent des peurs chez les personnes. Et d'ailleurs, dans l'épisode précédent sur lequel on avait fait avec Alexandre Monin, avec Caroline, on parlait justement du désattachement par rapport à une zone, à des croyances, etc. Et c'est comment trouver justement du sens à aller vers de nouveaux attachements. Et je pense que c'est là où est le véritable enjeu. Parce que je suis convaincu, le GIEC d'ailleurs le dit très bien, nous avons les outils, nous avons l'argent, il suffit que ça soit redistribué de manière différente, mais c'est ce passage à l'action qui est la véritable difficulté, et d'aller au-delà de nos peurs et de nos croyances. Et là, c'est vraiment notre véritable enjeu, quoi. Ouais, c'est clair. Mais c'est un problème tellement complexe que, à mon avis, ça peut pas se faire à l'échelle individuelle. Je parle du point de vue d'un acteur touristique individuel. Oui, et même ne serait-ce que le tourisme uniquement. C'est-à-dire qu'il y a tellement de secteurs d'activité qui sont liés aussi. Donc c'est vraiment la question, je pense, c'est vraiment comment on peut rassembler, fédérer l'ensemble des acteurs touristiques et au-delà du secteur du tourisme à travers un message qui est porteur de sens. Et là, il y a du boulot. D'ailleurs, Cyril en parle très bien. Il parle de réfléchir à de nouveaux récits qui vont nous donner envie d'agir et d'aller vers cette direction. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Je vous souhaite une très 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 bonne journée et à très bientôt, Caroline, sur les ondes du podcast Expérientiel. Ciao. Merci, à bientôt. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.